Alors petit saut dans le temps, après la Révolution, la Restauration et quelques insurrections, nous voici en 1859. Et donc alors en France, il se passe quoi? Eh ben on est sous le Second Empire, sous Napoléon III, donc depuis 1852. On est sous un régime autoritaire, mais qui tend à s'assouplir à partir des années 1860, avec une volonté de modernisation économique. On va dire que c'est un empire qui devient libéral. Et qui dit empire pour la France, dit aussi présence à l'étranger. Et donc la France renforce sa domination en Algérie, officiellement annexée en 1830, mais très instable, à cause de résistances locales, et pas totalement conquise. Et donc la conquête et la colonisation de l'Algérie par la France, à partir de 1830, va être une période très longue et extrêmement violente. La conquête militaire est brutale, les techniques répressives sont extrêmes et l'impact démographique est certain. Sauf que voilà, Napoléon III, quand il met un pied sur le sol algérien le 17 septembre 1860, il a un autre projet en tête, un royaume arabe qui s'étendrait d'Alger à Bagdad sous la protection de la France. Sauf que, au même moment, loi de ce faste impérial, nous sommes en 1859, donc quelques mois déjà avant l'arrivée de Napoléon III en Algérie, un jeune homme de 19 ans quitte la France et il ne part ni avec une armée, ni au service d'un empire, mais avec des carnets, quelques cartes incomplètes et un rêve. Son nom, Henri Duveyrier. Alors Henri Duveyrier, il est né le 28 février 1840 à Paris. Il est issu d'une famille noble, originaire du Languedoc, fixée à Aix-en-Provence, qui occupe des postes importants. Mais son père, le Saint-Simonien Charles Duveyrier, très clairement, il le destine à une carrière dans le négoce. Et pour ça, son père, il va l'envoyer d'abord dans un pensionnat ecclésiastique de Bavière. Duveyrier va y rester environ une année, mais ça le passionne pas tellement, sauf que son père, lui, il le pousse quand même dans la voie des affaires, et en 1855, il persiste et il va le diriger vers l'école commerciale de Leipzig. Duveyrier, ça l'intéresse toujours pas, et il va sortir de l'école en 1857. Donc en 1857, très clairement, Charles Duveyrier comprend que son fils n'ira jamais dans le monde des affaires. Bah oui, parce qu'en fait, Henri, il a une autre idée en tête. Déjà, ça fait quelques années qu'il pense à faire des voyages d'exploration en Afrique. Alors son père cède, et au printemps 1857, Henri effectue un court voyage d'essai en Algérie, sous la direction du géographe Oscar McCarthy. Et finalement, c'est comme ça que commence à se construire la légende du Grand Saharien. Et donc Duveyrier, quand il organise ce voyage d'essai, le contexte en Algérie, il est pas très joyeux. Et donc le territoire, il est administré en majorité par l'armée, dont l'effectif oscille entre 57 000 et 74 000 hommes. Et donc leur mission principale, c'est d'abord de renseigner. Comme le dit une note du ministère de la Guerre, c'est d'avoir, pour ainsi dire, la main sur le pouls des tribus. Et donc cette note du ministère de la Guerre, qu'est-ce qu'elle reflète? Sans doute peut-être une trop grande méconnaissance du terrain, mais aussi une volonté de colonisation formelle. Et cette colonisation, elle consiste de plus en plus à s'appuyer sur des chefs pour administrer les sociétés locales. Et donc c'est dans ce contexte que va débarquer à Alger, le 26 février 1857, Henri Duveyrier. Et donc pour ce voyage d'essai, Henri Duveyrier et McCarthy n'iront pas au-delà des 300 km au sud d'Alger. Ils vont aller jusqu'à Djelfa et la Gouat, et ils vont revenir à Alger mi-avril. Mais c'est pas fini, parce qu'à la fin de 1857, Duveyrier va être mis en relation à Londres avec l'explorateur allemand Heinrich Barth, qui va donner aux jeunes voyageurs de précieuses indications sur le pays qu'ils venaient juste de parcourir. Et là, Barth va lui transmettre une partie de ses papiers scientifiques, et de retour de Londres, arrivé à Paris, Henri Duveyrier, il a qu'une idée en tête, c'est entreprendre un voyage pour aller découvrir le Sahara. Ça y est, les préparatifs enfin terminés, Henri Duveyrier arrive en Algérie en 1859. Son périple va commencer à Biskra, au nord du Sahara, donc au sud des montagnes de l'Atlas, près de l'actuelle frontière tunisienne, et c'est la porte d'entrée du désert pour les Français.
De là, il va descendre vers la Gouate, une oasis située un petit peu plus à l'ouest, sur les contreforts du Sahara, déjà intégrée dans les réseaux commerciaux transsahariens. Et ça, c'est très important, parce qu'en 1859, on est dans un contexte où la France cherche à contrôler le commerce caravanier saharien. Et ensuite, Duveyrier, il va poursuivre son voyage vers Ouargla, un carrefour stratégique situé à environ 200 km au sud-est de la Gouate. Et Ouargla, c'est une oasis essentielle pour les caravanes en route vers le Grand Sud. Donc qu'est-ce qu'il fait Henri Duveyrier ? Il suit les chemins des caravaniers sahariens. Et là, Henri Duveyrier, il va atteindre El Goela, aujourd'hui El Menia, plus encore au sud, et c'est une oasis qui marque vraiment l'entrée dans le Sahara central. Et à partir de là, Duveyrier quitte l'Algérie pour traverser la régence de Tunis, passant par Gafsa et Gabès, deux villes oasis importantes. Gabès est d'ailleurs sur la côte, à l'extrémité sud du golfe de Gabès, ce qui relie son itinéraire au commerce méditerranéen. Enfin, il franchit la frontière avec la Tripolitaine, l'actuelle Libye, pour visiter Gadamès, une oasis historiquement célèbre pour ses caravanes, puis Gat, Mourzouk, deux points clés du commerce saharien profond. Et ce périple, Duveyrier, il va pas le faire seul. Parce que c'est un itinéraire qui est long, c'est un itinéraire qui est dangereux, et si on ne connaît pas la route à suivre, on peut se perdre. Et donc Duveyrier, il va observer les sociétés touaregs et collecte des informations politiques, économiques et sociales qui vont être utiles au gouvernement français. Et donc l'administration, elle attend quand même des retours d'Henri Duveyrier, et elle attend surtout du voyageur qu'il fasse preuve de, ouvrez les guillemets, sagacité ethnographique. Et officiellement, s'il est un simple explorateur, il devient en réalité un agent de renseignement, chargé de repérer des chefs locaux, comprendre leurs alliances et évaluer les opportunités pour l'expansion. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'administration et l'armée cherchent à connaître les chefs locaux pour entretenir des relations avec eux et mieux maîtriser les populations. Et c'est là, en fait, où l'exploration et la science vont avoir un rôle primordial dans la conquête. Et donc, de retour en France, qu'est-ce qui va se passer pour Henri Duveyrier ? D'abord, il va publier ses recherches en 1864 dans un ouvrage qu'il va appeler Les Touaregs du Nord. Et cette publication va lui valoir la grande médaille d'or de la Société de géographie, dont il va devenir l'un des piliers. Sans oublier aussi qu'il a reçu la Légion d'honneur. Et c'est à ce moment-là qu'Henri Duveyrier va faire une rencontre décisive à la Société de géographie. Il va rencontrer le secrétaire général, Charles Monnoir, qui va le convier au dîner de la Petite Vache au 66 rue Mazarine. Les deux hommes vont travailler ensemble à la publication de nouveaux travaux scientifiques et géographiques. Sauf qu'arrive l'année 1870, l'année terrible, et même si on a l'impression que tout s'arrête, pour les deux hommes, tout commence. Mais ça, je vous invite à le découvrir dans un prochain épisode de la suite de l'histoire.